Le téléphone a de nouveau vibré, une fois de plus. Mon vieil iPhone a glissé légèrement sur la table en bois comme s'il tentait de s'échapper. L'écran n'arrêtait pas de s'illuminer avec des noms que je connaissais par cœur. Maman, papa, Ethan, les trois mêmes, tournant en boucle comme un cauchemar récurrent. Il y a 6 mois. J'ai quitté cette maison dans la banlieue de Tulsa. Sans cris, sans larmes. Je suis juste partie tranquillement après que ma mère a hurlé les mots finaux, espèce de gamine ingrate. Sors et ne reviens pas, j'ai tourné le dos pendant qu'elle le disait, non pas parce que je voulais paraître noble. J'étais simplement trop épuisée pour répondre. Après des années à vivre comme une ombre, je n'avais plus d'énergie pour me disputer. Maintenant, j'étais recroquevillée dans une chaise grinçante à l'intérieur d'un 2 pièces dans le nord d'Oklahoma City. Chaque recoin de l'endroit avait une allure usée, mais au moins, il était à moi. Personne n'attendait derrière la porte avec une facture de téléphone ou une accusation froide. Juste le doux grincement du ventilateur de plafond et la lumière paresseuse du soleil qui se glissait à travers les rideaux. Le téléphone s'est de nouveau allumé. Maman, pour la 5e fois. Un SMS est apparu avant même la sonnerie. Naomi, si tu te soucies encore de cette famille, même un peu, s'il te plaît, décroche. Ethan est dépassé. Ethan est dépassé. J'ai serré les lèvres, balayant l'écran sans le déverrouiller. J'avais entendu cette phrase trop de fois. Il est en difficulté. Il a besoin de toi. C'est ton petit frère. Ethan. Celui que maman avait choyé de ses 10 ans à ses 31 ans. Celui qui n'avait jamais eu un vrai travail, mais qui avait toujours de nouveaux vêtements. De nouvelles consoles de jeux et quelqu'un pour nettoyer ses dégâts. Ce quelqu'un, c'était moi. Je travaillais 60 heures par semaine au cabinet d'assurance, puis je rentrais pour changer les ampoules. Préparer le dîner et payer la facture d'électricité. J'étais la bonne fille, celle qui maintenait la famille à flot avec son propre sang et ses nuits blanches. J'ai cru un jour que si j'essayais juste un peu plus fort, il finirait par me voir. J'avais tort. J'ai mis le téléphone en mode silencieux, puis je l'ai posé face contre table. L'écho de sa vibration bourdonnait encore dans mon crâne comme une malédiction qui ne s'était pas tout à fait dissipée. Mais ce n'était pas grave. J'avais appris à l'empêcher de me poignarder le cœur. J'avais appris à rester immobile et à les laisser paniquer. Le jour où je suis partie, le ciel était clair. Pas de pluie, pas de tonnerre pour préfigurer quoi que ce soit. J'ai mis quelques tenues. Mon ordinateur portable et un vieil ours en peluche dans une valise à roulettes et j'ai verrouillé la porte derrière moi avec la finalité d'un point à la fin d'une phrase. Ils m'ont dit que je n'étais plus la bienvenue, et j'ai entièrement respecté cela. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est que je disparaîtrais pour de bon. Maman envoie toujours des emails hebdomadaires. Papa lâche une phrase occasionnelle du genre « Tu ne devrais pas laisser tes émotions te gouverner ». Ethan. Pas une seule fois il ne s'est excusé. Mais hier, il a finalement envoyé un texto. Je n'arrive pas à croire que tu aies laissé maman et papa comme ça. Toute la famille souffre à cause de toi. Souffrant à cause de moi parce que j'ai arrêté de payer leurs factures d'eau et leur hypothèque. Je me suis penchée en arrière, sentant la pression douloureuse le long de ma colonne vertébrale à cause de la chaise usée mais stable. J'ai pris une longue et profonde respiration et j'ai réalisé que le silence ne me faisait plus peur comme avant. C'était de la clarté, la preuve que j'existais en dehors de leur contrôle. Chaque vibration du téléphone était un rappel cicatriciel, non pas de culpabilité, mais de la liberté pour laquelle je m'étais battue. Depuis 6 mois, je n'avais pas répondu, non pas par cruauté, mais parce que je devais me rééduquer à ne pas réagir à des appels à l'aide qui n'étaient pas réels. Je m'étais habituée à être oubliée, mais le sentiment d'être considérée comme acquise, comme la lumière de la salle de bain ou le Wi-Fi, était quelque chose que je n'ai appris à nommer que bien plus tard. Quand j'avais 11 ans. Je me souviens du jour exact où Ethan a rayé le pick-up de papa. C'était un Ford F-150 qu'il appelait toujours son 3e enfant. Ethan avait fait marche arrière sans ouvrir complètement la porte du garage, laissant une longue estafilade, comme une marque de griffe sur la peinture grise. Maman l'a trouvé la première. Elle a eu un hoquet bruyant, puis le silence. 1 minute plus tard,
Elle s'est tournée vers moi et a demandé, « Naomi, as-tu touché au camion ?» J'étais figée. J'avais été à l'école à ce moment-là. J'avais eu un contrôle de maths ce matin-là et je n'étais même pas rentrée pour le déjeuner, mais c'est quand même moi qui étais interrogée. Ethan était assis à la table de la cuisine avec une part de pizza froide, silencieux, comme si cela n'avait rien à voir avec lui. Et honnêtement, ça n'a jamais été le cas. Le favoritisme dans notre maison ne se manifestait pas comme une tempête. Il s'insinuait comme de la moisissure. Lent, silencieux, s'infiltrant dans chaque brique et chaque crevasse. Il y a des choses que l'on ne réalise que lorsqu'elles vous ont déjà coupé le souffle. On ne m'a jamais dit que j'étais intelligente ou quelqu'un dont on pouvait être fier. Ce que je faisais. Les excellentes notes, les tableaux d'honneur, les prix de mathématiques de l'État, n'étaient que le strict minimum que quelqu'un comme moi devait atteindre. Pendant ce temps, Ethan recevait des applaudissements tonitruants juste pour avoir assisté à tous ses cours pendant une semaine. J'ai travaillé comme serveuse dans un steakhouse à Norman pendant 3 ans durant mes études universitaires. Chaque soir, je finissais vers 22h. Les mains endolories de porter des plateaux chauds, me dépêchant de rentrer dans ma location pour étudier pour les examens d'expert comptable. Ethan s'était spécialisé en sport récréatif et avait abandonné en cours de route. Maman disait que ce n'était tout simplement pas son style d'apprentissage. Je me souviens une fois. J'avais une fièvre de 39,5 degrés Celsius et j'ai quand même dû me conduire à l'hôpital parce que personne n'avait le temps de m'emmener. Mais quand Ethan a eu un léger mal de ventre après avoir mangé trop de frites, maman a appelé une ambulance. Maman et papa se sont tous les deux présentés aux urgences pendant que je recevais un texto. Il y a des nouilles instantanées à la maison. Je ne serai pas de retour à temps. Quand j'ai obtenu mon premier emploi à temps plein dans la compagnie d'assurance il y a 6 ans, j'ai appelé à la maison pour partager la nouvelle. Mon père a dit, « Bien. N'oublie pas de suivre tes paiements d'assurance maladie. » Mais quand Ethan a été invité à un cours de menuiserie le week-end, toute la famille en a parlé sur Facebook comme s'il venait d'obtenir une bourse complète à Harvard. J'avais l'habitude de croire que si je faisais tout correctement, les choses s'équilibreraient. Je pensais que si je restais simplement sage, que je prouvais ma valeur, ils me verraient enfin comme une vraie partie de la famille. Et pas seulement comme une ombre projetée par le soleil qu'ils aimaient vraiment. Mais j'avais tort. Un soir, je suis rentrée après un long service, le dos endolori, le cou raide comme de la pierre. Je suis entrée dans le salon et j'ai vu maman blottie sur le canapé avec Ethan, feuilletant un album photo. La seule photo de moi était coincée entre les pages, délavée, surexposée et sans légende. Pendant ce temps, Ethan avait 3 pages entières intitulées « L'enfance de notre ange ». Je suis restée là un long moment, attendant que quelqu'un me remarque. Personne ne s'est retourné. Personne n'a parlé. Personne ne m'a demandé si j'avais mangé. Je suis allée dans ma chambre, j'ai fermé la porte, et ce fut la première nuit où j'ai rêvé de courir. Pas de m'enfuir, mais de courir vers quelque chose. J'avais passé près de 30 ans dans une maison que je pensais être un abri. Seulement pour réaliser que je n'avais jamais vraiment été la bienvenue. Pas en tant que fille, juste en tant qu'outil. Celle qui portait le poids, comblait les lacunes, et était toujours responsable pour que les autres puissent se permettre de s'effondrer. Plus je vieillissais, plus je réalisais que chaque compliment qu'il faisait à Ethan était une gifle pour mes efforts. Ils n'avaient pas besoin que je brille. Ils avaient juste besoin que je reste silencieuse, que je ne demande rien, que je ne fixe pas de limites. Tant que je continuais à payer pour une famille construite sur de doux mensonges et des attentes étouffantes. Je me souviens encore du moment exact où les choses ont commencé à dérailler. C'était en février, une semaine avant la date limite de la déclaration d'impôt de fin d'année. Je faisais des heures supplémentaires au bureau. Venant de terminer 40 heures en 3 jours consécutifs. Quand j'ai quitté mon bureau, l'horloge de l'écran indiquait 23h45. Les lampadaires se reflétant sur les vitres de ma voiture me donnaient un mal de tête foudroyant, et je devais encore rentrer chez moi et terminer un rapport de prévision financière pour un client. Maman a appelé juste au moment où j'ouvrais la portière de la voiture. Naomi, je suis désolée de te déranger, mais la facture de gaz ce mois-ci s'élève à près de $190. Ton père a oublié de la payer.
Peux-tu t'en occuper pour moi? Je me suis figée en plein mouvement, mon badge de travail toujours autour du cou. Avant que je puisse dire quoi que ce soit. Elle a ajouté, fais-le cette fois-ci. Je te rembourserai demain. Combien de fois avais-je entendu cette phrase? Pourtant, sa voix m'a attendrie. J'ai transféré l'argent sur le champ. Sur le parking, puis je suis rentrée chez moi comme si de rien n'était. Mais ce n'était que le début. La semaine suivante, c'était la facture d'électricité, puis l'eau, puis Internet. Au début, maman disait toujours, juste une avance à court terme. Je te rembourserai demain. Progressivement, cela s'est transformé en « la famille est censée s'entraider ». Et papa, oui. Naomi s'en occupe. Personne ne demandait si j'avais l'argent. Personne ne s'excusait de m'appeler tard le soir. J'étais l'enfant avec un salaire mensuel, donc bien sûr. On s'attendait à ce que je prenne cela en charge. Un mois plus tard, Ethan a perdu son crédit à cause de paiements manqués sur un ordinateur portable de graphisme. Maman m'a appelé pendant une réunion. Chérie, Ethan est dans une situation difficile. Il essaie vraiment, mais personne ne l'aide. Peux-tu co-signer et obtenir un remplacement? C'est juste un vieil ordinateur portable, peut-être $950. Je te rembourserai progressivement. Je savais ce que ce « progressivement » signifiait, mais j'ai quand même dit oui. Parce qu'à l'époque, je ne comprenais pas entièrement que lorsque l'amour est exploité, il cesse d'être de l'amour. En 3 mois, je couvrais la plupart des factures mensuelles du ménage, environ $1200 par mois. Je virais l'argent via mon application bancaire si souvent que j'ai dû configurer des rappels automatiques. Certains mois, quand je disais gentiment que j'avais besoin de garder de l'argent pour moi. Maman soupirait. Je ne pensais pas que tu serais si calculatrice. Notre famille traverse une période difficile. Un samedi après-midi, je suis rentrée à la maison. Les bras chargés de courses de Whole Foods, une boîte de déterge, du papier toilette et du lait d'amande. En entrant, j'ai vu Ethan avachi sur le canapé, mâchant de la pizza. Regardant YouTube sur le grand écran de télévision, les ventilateurs de plafond tournant au-dessus de lui. Personne n'est sorti pour m'aider. Personne ne m'a demandé si j'étais fatiguée. J'ai posé les sacs sur le comptoir de la cuisine et j'ai entendu maman appeler de la chambre. « As-tu pris les biscuits préférés de papa ?» Je n'ai pas répondu. J'ai juste ouvert tranquillement le réfrigérateur. La seule chose qui m'appartenait à l'intérieur était une bouteille d'eau et un demi-citron séché. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai créé une nouvelle feuille de calcul Excel. J'ai étiqueté chaque catégorie, électricité, gaz, eau, réparation de la voiture d'Ethan, médicaments pour papa. Dette de carte de crédit pour laquelle j'ai été forcée de co-signer. Quand le total est apparu sur la dernière ligne, je suis restée figée pendant près de 10 minutes. 6 mois, plus de $16 000. J'ai imprimé la feuille de calcul et je l'ai scotchée au mur au-dessus de mon bureau. Non pas pour me rappeler de demander le remboursement, mais pour ne plus jamais oublier. Pour arrêter de me mentir à moi-même en disant que je donnais par amour alors que la vérité était que j'étais en train d'être vidée. J'ai commencé à dire non, doucement, comme une petite expérience. J'ai refusé de conduire Ethan pour renouveler son permis. Le résultat? Maman a appelé, la voix tremblante. Tu as changé, Naomi. Tu es devenue froide et égoïste. Papa a envoyé un court texto. Tu dois connaître ta place. Et Ethan, il a simplement envoyé un message. Ne pense pas qu'un peu d'argent te rend spécial. J'avais l'habitude de croire que si j'étais assez bonne, que je donnais assez, il réaliserait à quel point j'étais importante. Mais maintenant, quand j'ai commencé à garder juste un peu pour moi, ils ont agi comme si je les avais trahis. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Non pas à cause de la colère, mais parce que j'ai finalement réalisé que je n'avais jamais été vue comme quelqu'un avec des limites. J'étais juste un fournisseur, une pompe, un pilier. Mais un pilier sans soutien finit par se briser. Un samedi après-midi, j'ai quitté le bureau vers 18h, tenant toujours la boîte à lunch que je n'avais pas eu le temps d'ouvrir de la journée.
J'avais travaillé toute la semaine. Un projet d'analyse de risque d'investissement d'urgence. Plus une réunion surprise avec un client majeur m'avait empêché de rentrer avant la tombée de la nuit. Je me suis quand même arrêtée à l'épicerie comme toujours. J'ai pris tout ce que maman m'avait texté, 2 bouteilles de lait d'amande, du bœuf maigre, de l'huile d'olive bio, du pain complet. Le total était de près de $175. Sans compter les encas et les fruits que j'avais pris pour Ethan, bien qu'il n'ait jamais dit merci. J'ai conduit près de 40 minutes vers le sud jusqu'à la vieille maison de l'East Side de Tulsa, où j'avais vécu pendant près de 20 ans. Chaque fois que je tournais dans cette rue, un nœud se serrait dans ma poitrine, non pas par nostalgie, mais par une douleur familière et persistante. Quand je suis entrée, il ne faisait pas encore tout à fait nuit, mais les lumières étaient déjà allumées. La porte d'entrée était légèrement entr'ouverte, comme s'il m'attendait. Je l'ai poussée avec mon épaule. Mes mains étaient pleines. Personne n'est venu m'accueillir. Juste le bourdonnement d'une émission de télé-réalité provenant du salon. Une de ces émissions qu'Ethan regardait toujours. J'ai posé les courses sur le comptoir de la cuisine. L'odeur de produits de nettoyage me piquait les yeux. Maman nettoyait toujours la maison le week-end, non pas pour la propreté, mais pour prouver qu'elle gérait encore tout. Bien qu'en vérité, c'était moi qui achetais tout ce qu'elle utilisait. Quand je me suis retournée, elle était déjà à l'entrée de la cuisine, les bras croisés, les yeux fixes. Il faut qu'on parle. Sa voix était dure comme de la pierre. Je me suis figée. Toujours avec mes chaussures. Je viens de sortir du travail, ai-je répondu, essayant de garder ma voix égale. Peux-tu me donner 1 minute? Non, a-t-elle claqué. Ça a assez duré. Papa est apparu de l'escalier derrière elle, silencieux comme une ombre. Ethan est resté avachi sur le canapé, les pieds sur la table, la manette à la main. Il n'a même pas levé les yeux. A juste marmonné, elle est là? J'ai resserré ma prise sur mon sac. Qu'est-ce qui se passe? Maman a soupiré comme si j'étais la cause de tout ce chaos. Naomi, a-t-elle dit avec une pointe de reproche. Tu as un travail stable, une voiture, ton propre appartement. Ce foyer est en difficulté. Ton père est fatigué. Ethan essaie toujours de trouver sa voie. Je pense qu'il est temps que tu contribues davantage. Je me suis immobilisée. Je paie l'électricité, le gaz, l'eau, Internet et une partie de l'hypothèque depuis près de 2 ans. J'envoie plus de $1000 chaque mois. Que voulez-vous de plus? Papa est intervenu, la voix plate. Nous parlons de responsabilité, Naomi. La famille, c'est la responsabilité. Si tu es une adulte, tu devrais comprendre ça. J'ai hoché la tête lentement, ma voix plus tendue. Alors, Ethan, c'est quoi? Un invité avec un loyer gratuit? Cette fois, Ethan s'est retourné. Il a laissé tomber la manette et a ricané. Ne m'entraîne pas là-dedans. Je ne t'ai jamais rien demandé. Si tu veux arrêter de payer, arrête. Épargne-nous ta fausse générosité. J'ai laissé échapper un rire sec, la poitrine serrée comme si j'avais reçu un coup de poing. Le problème, c'est que je ne faisais pas semblant. J'étais vraiment généreuse. Maman a frappé la table de la cuisine de sa main. Ça suffit. Tu deviens de plus en plus égoïste chaque jour, Naomi. Tu vis seule et maintenant tu te crois meilleure que nous. Tu te rends compte que cette maison risque la saisie immobilière? Le prêt étudiant d'Ethan a été refusé. Ton père a perdu son assurance maladie. Et tu es là à compter chaque dollar comme si nous étions un fardeau. J'ai regardé chaque personne dans cette pièce. La maison que j'avais aidé à maintenir à flot. Les gens qui ne m'avaient jamais demandé comment j'allais, si j'avais assez à manger, si j'avais déjà manqué une échéance de loyer juste pour les couvrir en premier. Alors, à quoi sert exactement cette conversation? Ai-je demandé. Vous voulez tout mon salaire? Que je rembourse l'hypothèque en entier? Que j'achète une nouvelle voiture à Ethan pour qu'il se sente enfin motivé? Ethan s'est levé, furieux. Tu dépasses les bornes, Naomi. J'ai rencontré son regard. Dépasser les bornes?
Je travaille plus de 60 heures par semaine. J'ai sacrifié ma vie personnelle juste pour empêcher que cette maison soit saisie. Et toi? À part cliquer sur cette manette et faire des demandes? Qu'as-tu fait? Silence. Papa a agrippé le bord de sa casquette, la voix baissée. Si tu étais une fille responsable, tu comprendrais. J'ai hoché la tête, plus en colère, juste vide. Donc? Si je ne paie pas, je ne suis plus une fille. Personne n'a répondu. J'ai pris mon sac et j'ai ouvert la porte. Le vent froid m'a giflé le visage comme une claque silencieuse. Mais il m'a instantanément éclairci les idées. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas crié. J'ai juste dit doucement, juste assez fort. Alors cette maison n'a plus de fille nommée Naomi. Personne n'a dit un mot après ma dernière phrase. L'air dans la pièce semblait épais, comme si tout l'oxygène avait été aspiré. Ethan était figé à côté du canapé, tenant toujours une bouteille d'eau non ouverte. Papa fixait le sol, agrippant le bord de sa casquette, comme s'il essayait de raisonner avec l'univers. Et maman? Elle me regardait comme si j'étais une étrangère. Ni en colère, ni pleine de remords, juste ce regard sec et froid que je n'oublierai jamais. Sors, a-t-elle sifflé. La voix tranchante comme un rasoir. Si tu oses tourner le dos à cette famille maintenant, ne reviens jamais. Je n'ai pas bougé. Papa a levé les yeux comme s'il voulait dire quelque chose. Puis a juste soupiré et s'est détourné. Ethan a souri en coin, pas tout à fait avec mépris, plutôt comme s'il s'y attendait. J'ai ouvert la bouche, peut-être pour expliquer. Peut-être pour dire une dernière chose, mais je l'ai refermée parce que, étonnamment, je ne ressentais pas de douleur. Je me sentais légère. J'ai fait un pas en arrière, tenant toujours le sac de courses que je n'avais même pas eu le temps de mettre au réfrigérateur. La porte d'entrée était juste derrière moi. Les lampadaires de la rue se déversaient à l'intérieur, coupant une ombre en diagonale sur le sol carrelé. Je me suis retournée, j'ai poussé la porte. Avant de sortir, j'ai regardé en arrière une dernière fois. Personne ne me regardait. Personne n'a appelé. Pas un seul mot pour m'arrêter. La porte s'est refermée derrière moi avec un clic net et final. Comme une lame tranchant le dernier fil emmêlé qui me reliait à cette maison. Dehors, le froid était plus vif que prévu. L'odeur de l'herbe humide, le vent sec bruissant dans les branches nues des érables. J'ai marché lentement jusqu'à la voiture. J'ai posé le sac sur le siège passager et je me suis mise au volant. Je n'ai pas démarré le moteur. Je suis juste restée assise là, les deux mains sur le volant, regardant droit devant moi. Pas de larmes, pas de tremblements, pas de regrets. J'avais toujours imaginé que je pleurerais comme une enfant quand ce moment arriverait. Mais non. Ce que je ressentais était un vide qui ressemblait à une libération. Pas un vide de solitude, juste assez d'espace pour enfin respirer. J'ai quitté ce quartier plus lentement que d'habitude. Alors que chaque lampadaire passait comme un saut de ligne dans une phrase, je savais qu'un chapitre de ma vie venait de se terminer. Pas avec un feu d'artifice, mais avec un silence irréversible. Sur le chemin du retour à mon appartement, je n'ai pas mis de musique. Je n'ai appelé personne. Juste le son des pneus roulant régulièrement sur le bitume. Une sensation étrange mais apaisante. Personne ne m'attendait. Personne n'attendait un reçu. Personne ne demandait juste une petite chose de plus. Au moment où je suis rentrée, l'horloge indiquait près de 20 heures. J'ai monté les sacs jusqu'à mon appartement du 2e étage. Petit, chaleureux, doucement éclairé d'une lumière jaune pâle et du léger parfum d'huile de lavande qui flottait encore. J'ai posé les sacs sur le comptoir de la cuisine, j'ai enlevé mes chaussures, j'ai accroché mon manteau. Chaque mouvement était lent, étrangement paisible. Comme si je venais de sortir d'une tempête dans laquelle je ne réalisais pas que j'étais piégée depuis des années. Ce n'est que lorsque je me suis versé un verre d'eau et que je me suis assise sur le canapé que j'ai commencé à trembler. Non pas de peur, mais parce que mon corps s'était enfin détendu après tant d'années passées en état d'alerte. J'ai regardé autour de la pièce. Tout était vieux. Table de vide-grenier, canapé en tissu délavé. Un monstrat dans le coin,
faisant juste germer une nouvelle feuille après 2 mois de négligence. Mais c'était mon espace. Pas de critique, pas de culpabilité. Pas d'escalier qui exigeait que je tienne le coup, juste une fois de plus. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai sorti ma feuille de calcul budgétaire. La colonne totale indiquait 19 840. 17 $. C'est ce que j'avais donné depuis janvier. Pas de remboursement, pas de promesse tenue. J'ai fait défiler jusqu'en bas, j'ai ajouté une dernière ligne, dépense finale, liberté. Coût inestimable, puis je l'ai fermée. Je n'avais plus besoin de la revoir. Cette nuit-là, j'ai dormi 8 heures complètes. Pas de rêve, pas de réveil par des textos nocturnes d'Ethan. Juste le doux bourdonnement du ventilateur de plafond et le rythme régulier de mon cœur. Enfin en paix. 3 jours après avoir quitté cette maison de l'East Side de Tulsa. J'étais assise seule dans la petite cuisine de mon appartement du 2e étage, faisant frire des œufs dans une vieille poêle que j'avais achetée sur Facebook Marketplace. Le beurre grésillait. L'odeur du café flottait dans l'air matinal. Et le plus étrange, c'est que personne ne m'appelait. Pas de téléphone qui sonne. Pas de texto disant « Naomi, peux-tu envoyer 120 $ pour réparer la plomberie ?» Pas d'alerte Venmo. Personne ne demandant si je pouvais avancer le coût des médicaments de papa ou contribuer un peu plus pour qu'Ethan n'ait pas à manger des ramen ce soir encore. Pour la première fois depuis des années, j'ai pris mon petit déjeuner sans vérifier mon solde bancaire. Et je ne me sentais pas coupable de dépenser de l'argent pour moi. J'ai posé mon café et j'ai regardé par la fenêtre. La brise d'avril en Oklahoma avait encore un frisson matinal, mais elle ne piquait plus. C'était comme un doux rappel. Je suis vivante et j'ai le droit de vivre en paix. J'ai commencé à reconstruire un rythme qui était le mien. Chaque soir après le travail, je fermais mon ordinateur portable à 18 h. Fini les emails après les heures de bureau. Je me suis inscrite à un cours de yoga le mercredi et j'ai passé les samedis au marché fermier local où j'ai appris que les tomates de printemps sont plus sucrées que je ne l'avais jamais imaginé. J'ai acheté quelques livres que je considérais auparavant trop indulgents. J'ai commencé à planter des herbes sur mon balcon, un pot de romarin, quelques plants de lavande et une petite plante de menthe que j'ai accidentellement trop arrosée. Mais d'une manière ou d'une autre, elle a survécu. Dans ces soirées tranquilles, j'ai commencé à comprendre quelque chose. Le silence n'était pas effrayant comme je le pensais. Dans cette vieille maison, chaque moment de calme ressemblait à une tempête qui attendait d'éclater. Le silence de maman signifiait qu'elle était en colère. Le silence de papa signifiait le jugement. Et le silence d'Ethan signifiait qu'il calculait sa prochaine demande. Mais ici, le silence signifiait simplement que personne n'avait besoin de rien de ma part. Et ce n'était pas égoïste. C'était la liberté. Pour la première fois depuis plus de 10 ans, je pouvais réellement prévoir d'épargner. J'ai ouvert un compte séparé juste pour mes objectifs personnels. Un voyage au Colorado, un nouvel ordinateur portable. Peut-être même engager un conseiller financier pour mieux comprendre l'investissement. Un dimanche matin, j'ai préparé une infusion à froid et je me suis assise sur le balcon pour lire. La phrase où j'ai corné la page disait « Tu ne dois à personne l'érosion lente de ta vie juste pour maintenir leur confort ». J'avais passé si longtemps à croire que la famille signifiait un sacrifice inconditionnel. Mais j'ai alors réalisé que porter les autres ne signifie pas se brûler pour leur donner de la lumière et de l'ombre. Un après-midi de début mai, j'ai croisé Massy, une vieille amie de l'université, lors d'un séminaire d'entreprise. Quand nous avons déjeuné, elle m'a regardé et a dit « Tu vas mieux, n'est-ce pas ? Tu ressembles à la Naomi de première année, mais en plus forte. » J'ai juste souri. Pas besoin d'histoire. La façon dont j'étais assise, le dos droit, ne vérifiant pas l'heure chaque minute. Ne serrant pas mon téléphone comme si quelqu'un allait exiger un loyer émotionnel. C'était une réponse suffisante. Je n'ai pas bloqué ma mère, mon père ou Ethan. Mais j'ai désactivé les notifications. Non pas pour me cacher, mais pour cesser d'être ramené en arrière. Au cours des 6 derniers mois, j'ai vu leurs textos. Certains accusateurs, certains faisant comme si de rien n'était.
Certains suppliants. Mais je n'ai pas répondu parce que j'ai appris que répondre n'est pas toujours de la gentillesse. Parfois, le silence est de l'autodéfense. Ce soir-là, en nettoyant après le dîner, j'ai ouvert le courrier. Au milieu des prospectus habituels se trouvait une fine enveloppe, adresse de retour de la banque, le nom de maman en en-tête. Mais le mien imprimé dans le coin inférieur droit. Je l'ai ouverte. 3e avis de retard de paiement de l'hypothèque. Je me suis figé une seconde. Puis j'ai posé la lettre. Je l'ai pliée et j'ai expiré lentement. Je savais ce qui allait arriver, et cette fois, j'étais prête à y faire face sans baisser la tête. Le message de papa est arrivé pendant que j'organisais le rapport trimestriel de l'entreprise. Juste 8 mots. Naomi, pourquoi n'as-tu pas payé ce mois-ci? Je l'ai lu 3 fois. Mes yeux se sont arrêtés sur le mot « payer », comme si c'était un devoir invisible que j'avais oublié. Pas de salutation, pas de point d'interrogation, pas de contexte. Comme si je faisais toujours partie du système de distribution financière de leur famille sans jamais en avoir été informé. J'ai fermé mon ordinateur portable. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert mon application bancaire. Depuis 6 mois, je ne leur avais pas envoyé un seul dollar. Je pensais que c'était clair. Apparemment, ils pensaient que j'étais juste en pause. J'ai sorti mon ancien historique de paiement d'avant mon départ. J'envoyais 1300 $ par mois pour aider à couvrir l'hypothèque, comme disait maman. Je n'ai jamais vu la facture réelle. Il n'y avait pas de contrat. Mon nom ne figurait sur aucun document de propriété. Je voulais l'ignorer, mais quelque chose me rongeait. Alors, j'ai appelé la banque. Le représentant du service client a répondu après 3 sonneries. J'ai donné l'adresse, confirmé mon identité et demandé, en essayant de garder ma voix stable. Pouvez-vous me dire le statut actuel de l'hypothèque pour le 1547 Westwood Drive? Il a hésité, puis a répondu, ce compte a 8 mois de retard. Il est actuellement en pré-saisie. Le dernier avis a été envoyé il y a environ 3 semaines. Je me suis figé. 8 mois. Cela signifiait que même pendant que j'envoyais encore de l'argent, il ne payait pas la banque. J'ai raccroché. Choqué, engourdi. Toutes ces nuits tardives à faire des heures supplémentaires. Toutes les fois où je me suis privé de confort de base juste pour transférer de l'argent avant le 15 de chaque mois. Et il ne l'avait même pas utilisé pour l'hypothèque. J'ai ouvert ma feuille de calcul budgétaire, j'ai retracé chaque transaction. Du moment où j'ai commencé à aider temporairement jusqu'à ce que j'arrête finalement, j'avais envoyé plus de 18 000 $. Et maintenant, cette maison était sur le point d'être saisie. J'ai appelé Ethan. Il a décroché plus vite que prévu. Naomi, enfin. Maman panique. La banque a envoyé une autre lettre. C'est quoi ton plan? J'étais confuse. Mon plan pourquoi? Je ne suis plus impliquée avec cette maison. Il a soupiré bruyamment, la voix dégoulinante de reproches. Ne joue pas à l'idiote. Tu as payé l'hypothèque tout ce temps. Puis tu nous as soudainement coupés et maintenant la banque menace de saisie. Tu ne ressens aucune responsabilité? Je me suis mordu la langue. Et l'argent que j'ai envoyé pendant 8 mois d'affilée? Qui l'a eu? Qui l'a utilisé? Il est resté silencieux un instant, puis a dit platement. Je ne sais pas. Maman a dit que tu ne couvrais qu'une partie, alors les derniers mois étaient à découvert. Elle l'a probablement utilisé. Je l'ai interrompu. Tu vis là-bas? Tu n'as pas remarqué les avis de la banque, le courant coupé puis rétabli. Tu ne t'es pas demandé pourquoi l'hypothèque n'était pas payée même si j'envoyais de l'argent? Sa voix s'est aiguisée. Qu'est-ce que tu essaies de dire? On est en difficulté. Toi, tu vis confortablement et on est sur le point de perdre la maison. Il suffit juste d'un mois de paiement de plus. Ils s'arrangeront avec nous. J'ai ri froidement. Je ne suis plus ton plan de secours, Ethan. Et ne dis pas on. Je ne fais pas partie de votre groupe. J'ai raccroché. 3 minutes plus tard, maman a appelé. J'ai laissé sonner. Ma poitrine s'est serrée, mais je n'ai pas cédé.
Son texto a suivi juste après. En courte rafale. Naomi, je suis désolée si tu t'es sentie sous pression. Mais cette maison est aussi la tienne. Tu as grandi ici. Tu le regretteras si on la perd. Je n'ai pas répondu parce que pour la première fois de ma vie, je voyais clair. Ils ne m'avaient jamais vu comme leur fille, seulement comme leur police d'assurance non documentée, un portefeuille ambulant, un bouton de sauvetage pour les erreurs. En boucle. J'ai regardé la lettre de la banque toujours sur ma table. Puis je l'ai déchirée en deux. Non pas par colère, mais parce que j'avais enfin accepté la vérité. Je ne pouvais pas sauver une maison que je n'avais jamais possédée. Tout comme je n'avais jamais vraiment eu de place dans cette famille. Ce soir-là, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai fait défiler la chaîne sans fin de messages de maman. Il a fallu 3 balayages juste pour atteindre le premier. Naomi, je sais que tu es en colère. Mais ce n'est pas aussi simple que tu le penses. Ton père a perdu sa couverture d'assurance, et Ethan n'a personne d'autre sur qui compter que toi. Si tu laisses la banque prendre la maison, toute la famille dira que tu es sans cœur. Puis est venu un texto de papa. Chérie, c'est toujours ta maison aussi. Tu veux vraiment nous voir à la rue? Et Ethan? Toujours grossier et irréfléchi. Bien, va-t'en. On verra qui t'aidera quand ce sera ton tour d'avoir besoin de quelqu'un. J'ai fixé l'écran, ne ressentant rien. Pas de colère, pas de blessure. Juste une clarté glaçante. Ils avaient construit tout un système autour de moi, où ma gentillesse était un devoir et mon silence un piège. Chaque fois que j'aidais, ils le voyaient comme une attente. Chaque fois que je restais silencieuse, ils supposaient que j'étais faible. J'ai rappelé, non pas parce qu'ils méritaient une explication, mais parce que je voulais mettre un terme aux choses correctement. Maman a décroché après une sonnerie. Elle a mis le haut-parleur, et je pouvais entendre papa et le bruit de tapotement sur la table en arrière-plan. Ethan était clairement à proximité. Naomi, commença maman. Sa voix si douce qu'elle me donnait la chair de poule. Je veux juste demander une chose, dis-je lentement. Il y a 8 mois, j'envoyais encore les paiements de l'hypothèque. Où est passé cet argent? Silence pendant quelques secondes. Puis maman a bafouillé. Eh bien, ton père avait besoin de soins dentaires. Puis la voiture d'Ethan est tombée en panne. Et tu sais, le coût de la vie a augmenté. Tout s'est accumulé. J'avais l'intention de régler ça plus tard. Mais je l'ai interrompu. Vous avez tous utilisé l'argent que j'ai envoyé pour des choses sans rapport, puis vous avez laissé la maison aller à la saisie. Papa est intervenu. Nous ne voulions pas que ça arrive. Mais tu es parti juste au moment où les choses sont devenues difficiles. Si tu étais resté, peut-être que ça ne serait pas devenu si grave. J'ai ricané. Non, si j'étais resté. Vous auriez quand même caché la vérité. Vous auriez quand même dépensé mon argent et m'auriez fait nettoyer le désordre, comme toujours. Le ton de maman a claqué. Mais Naomi, ne sois pas si ingrate. Je t'ai portée pendant 9 mois. Maintenant, nous sommes sur le point de perdre notre maison et tu te contentes de détourner le regard. Non, ai-je répondu calmement. Je ne suis pas ingrate. Mais je ne suis plus stupide non plus. Silence. J'ai continué. Je suis votre fille, pas un plan de sauvetage financier. Je ne suis pas votre banque privée, ni votre dernier recours. Et je ne suis certainement pas l'excuse que vous utilisez pour esquiver vos propres responsabilités. Ethan a crié en arrière-plan. Tu te crois si spécial. Sans nous, tu ne serais rien. J'ai ri, non pas d'amusement, mais parce que cette phrase confirmait tout ce que je soupçonnais depuis des années. Je n'ai pas réussi grâce à vous, dis-je. J'ai réussi malgré vous. Maman a commencé à pleurer. Papa a expiré bruyamment. Ethan a marmonné quelque chose que je n'ai pas pu saisir. Je ne m'en souciais plus. Je vous souhaite tout le meilleur, dis-je. À partir de maintenant, vous assumez vos choix. Et si quelqu'un demande pourquoi j'ai coupé les ponts avec cette maison, dites-lui la vérité. Vous avez dépensé l'argent que j'ai envoyé, puis vous m'avez caché la vérité.
J'ai raccroché. Ma main ne tremblait pas. Mon cœur battait lentement. J'ai ouvert mes contacts. Maman, bloqué. Papa. Bloqué. Ethan, bloqué. Non pas par haine, mais parce que j'avais besoin de paix. J'ai envoyé un dernier message dans la discussion de groupe familial. Juste une ligne. Je ne suis plus votre plan de secours. Adieu. Puis j'ai quitté le groupe. Pour la première fois depuis des années, mon téléphone est devenu complètement silencieux. Pas de texto empreint de culpabilité, pas d'appel à minuit, pas de sonneries répétées comme des alarmes m'avertissant que j'avais fait quelque chose de mal. Je me suis assise sur le canapé et je me suis versé une tasse de tisane à la menthe poivrée. Dehors, le soleil venait de passer sous l'horizon, laissant une traînée orange dans le ciel. Je me suis penchée en arrière contre le coussin, les yeux fermés, me sentant vide et pourtant pleine de la manière la plus étrange. Je ne savais pas comment il s'en sortirait maintenant. Qui il trouverait pour endosser la responsabilité. Quelle histoire il raconterait aux parents, aux voisins et aux amis. Je ne savais qu'une chose. Je n'étais plus la fin de cette histoire. L'histoire de Naomi est un puissant rappel que parfois, la famille ne s'accompagne pas de respect. Couper les ponts avec des relations toxiques, même celles étiquetées « famille », n'est pas égoïste. C'est un acte courageux d'autopréservation. Dans la vraie vie, de nombreuses personnes portent silencieusement des fardeaux, se sacrifiant par obligation. Mais le véritable amour n'exige jamais que vous abandonniez votre identité ou votre paix. Vous avez parfaitement le droit de dire « ça suffit ». Que pensez-vous de la décision de Naomi ? Que feriez-vous à sa place ? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour plus d'histoires puissantes de la vie réelle sur la famille. Les limites et l'estime de soi.